Vous écoutez leur thème, il est 13h. Le journal Siaka Konaté. Mali Actualité, deuxième édition, le titre. Une nouvelle opération spéciale d'importation de 50 000 tonnes de sucre sera bientôt lancée pour permettre aux consommateurs d'avoir ces produits à un prix abordable. Annonce faite hier par les ministres de l'Industrie et du Commerce lors d'une rencontre avec les opérateurs économiques. Des opérateurs économiques dont une grande partie ne respectent pas leurs engagements après avoir bénéficié des exonérations, déplore Moussa Alassane Diallo. L'Assemblée des régulateurs des télécommunications de l'Afrique de l'Ouest, Artao, se dote d'un nouveau statut pour y répondre convenablement aux besoins de l'air et mieux organiser la régulation dans la sous-région. C'est l'une des principales décisions issues de l'Assemblée générale extraordinaire de l'organisation qui s'est achevée hier ici à Bamako. En Guinée, les autorités offrent 500 millions de francs guinéens, soit 35 millions de francs CFA, pour la capture de l'ex-colonel et ministre Claude Pivi, toujours en cavale après son évasion samedi dernier. Sport football, l'AS Mané joue ce soir contre APM Darkwa du Ghana pour le compte de la deuxième journée des matchs de poule de la Ligue des champions d'Afrique. Coupe du monde des moins de 17 ans Indonésie 2023. Le Mali affronte demain l'Ouzbékistan à 9h. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition. Mise en onde par Bidou Traoré et mise en ligne par Marcel Tessougué. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a rencontré hier les opérateurs économiques afin d'échanger avec eux sur l'approvisionnement du pays en sucre. Moussa Alassane Diallo dénonce une rétention des stocks de sucre par les opérateurs économiques, ce qui crée une pénurie sur le marché et des spéculations sur les prix de ces produits de grande consommation, compte rendu Moussa Papa Aïdara. Jouer carte sur table, c'est la procédure engagée par le ministre de l'Industrie et du Commerce avec les opérateurs économiques, maillon essentiel pour assurer l'approvisionnement du pays en denrées de première nécessité. Ils avaient été sollicités du 19 juillet au 6 novembre pour importer 1000 tonnes de sucre afin de pallier le déficit sur le marché. Au terme de cette opération, le constat est d'une saveur aigre. Sur 58 opérateurs, seulement 15 ont pu honorer les engagements, soit 40%. Le ministre Diallo, sans langue de bois, dénonce une rétention de stock du sucre par les opérateurs, ce qui crée une pénurie sur le marché. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. Dans le suivi de cette opération, nous avons vu qu'il y a des importateurs qui ont amené des stocks au niveau des différents ports et qui ont préféré garder ces stocks dans les entrepôts au niveau des ports. Et par conséquent, créer une inflation sur le prix du sucre. On a vu aussi qu'il y a des opérateurs qui ont effectivement importé le sucre, mais qui ont préféré stocker ces sucres à l'intérieur même du Mali et ne pas les livrer sur le marché. Dans le cadre de ce cahier de charge, et contrairement à toutes les dispositions réglementaires, nous avons aussi des opérateurs qui ont importé le sucre, qui les ont fait acheminer à Bamako, mais au lieu de le livrer aux détaillants pour servir les populations, ils ont préféré commercialiser ce sucre avec les unités industrielles où le prix n'est pas encadré, où le prix est libre. Cela aussi constitue un vrai problème. Parce que le cahier de charge offre des exonérations, des sacrifices consentis par le gouvernement de la République pour que vous puissiez importer ces sucres-là, les mettre à la disposition des populations de façon à ce qu'on puisse alléger les souffrances de ces populations. Mais s'il y a des gens qui ont fait déclarer à la douane 10 000 tonnes, ils n'ont fait que rentrer au Mali que l'équivalent d'un seul camion, 45 tonnes. En confiant cette charge aux opérateurs économiques de ravitailler le marché malien en sucre, le département de tutelle avait mis en place également un contrôle de collecte des données. Nous avons effectué 3874 contrôles et il y a 789 procès-verbaux de constats qui ont été délivrés par les enquêteurs pour non-respect de prix plafond et pratiques illicites. Ça aussi, c'est un vrai problème. L'État fait énormément de sacrifices pour vous accompagner, pour vous aider. Quelle que soit l'augmentation du prix du sucre sur le marché international, de fixer la base taxable à 200 000 francs la tonne. Même si vous achetez le sucre à 400 000 ou à 500 000
la tonne sur le marché international, la base taxable est à 200 000 francs la tonne, pour faciliter l'approvisionnement du marché. Parce que ces sacrifices pour le gouvernement, ça s'est traduit aussi par des pertes de recettes douanières, qui est consenti à votre profit. Boubacar Sangaré, opérateur économique. Tout ce que le ministre a dit, il n'a dit que la vérité, et n'a parlé que franc jeu avec les Maliens, avec les opérateurs. Il s'agit tout juste, n'est-ce pas, d'être quand même vraiment un beau citoyen pour sauver au moins le minimum qu'on peut, n'est-ce pas, pour ce pays. Dans le camp des opérateurs économiques, le ministre Diallo lance une nouvelle opération de 50 000 tonnes de sucre d'ici le 31 décembre 2023, mais cette fois-ci avec de nouvelles conditions. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. Cette opération, on va la conduire avec une exonération de 25%, ce qui va nous permettre de préparer les 6 mois à venir. Au terme des échanges, le ministre a invité les opérateurs économiques au sens du patriotisme et des responsabilités en assurant une meilleure condition de vie à la population malienne. 70 migrants maliens qui étaient en détresse en Tunisie et en Libye viennent de regagner les Bercailles. Ils ont été accueillis à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou par le ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, Moussa Ag Atayer, suivant les reportages de Boubacar Kanouté. C'est à 21h10 que le premier vol en provenance de la Libye s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako-Sénou. Il avait à son bord 69 compatriotes. Ce rapatriement a été rendu possible grâce au soutien des autorités du pays pour soulager ces Maliens en détresse qui vivaient dans une impasse chronique. Le second vol est arrivé 6 heures plus tard en provenance de la Tunisie. À son bord se trouvait Adama Keïta, un Malien blessé à la suite d'une rafle en Tunisie. Et par la suite, son rêve pour l'Eldorado se brise. Le ministre en charge des Maliens établis à l'extérieur et ses parents attendaient avec impatience. Cet instant solennel est plein d'émotions. Moussa Ag Atayer, ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Notre compatriote Adama Keïta qu'on accueille comme les autres, mais avec un cas de détresse particulier. Nous l'avons rendu visite à Sousse, il était hospitalisé depuis des mois, où le gouvernement du Mali a pris en charge l'ensemble de son séjour hospitalier. L'autre particularité, c'est que le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a fait parler son cœur en nous instruisant de prendre toutes les dispositions pour rapatrier ces Maliens et nous faire savoir qu'aucun Malien ne sera laissé. Adama Keïta accepte sa situation selon ses termes et cela relève de son destin. Il joint sa voix à celle de son père pour saluer le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Adama Keïta, patient. Je suis ravi d'avoir retrouvé les miens. Les mots me manquent pour relater cet élan de solidarité des autorités du pays. J'exhorte les décideurs de créer davantage d'opportunités d'emploi pour les jeunes. Sur place, le natif de Narina a reçu une enveloppe symbolique, une nouvelle chaise roulante, en plus de la promesse du ministre Moussa Ag Atayer pour une prise en charge effective des frais de rééducation. Le projet Amenyorambolo Ensemble en français devra prendre fin le 31 décembre prochain après 3 ans de mise en œuvre. Son objectif est la participation et l'engagement des adolescents et des jeunes dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale au Mali. Initié conjointement par le ministère en charge de la jeunesse, l'UNICEF et ses partenaires, le projet est financé par le Fonds des Nations Unies pour la paix. La dernière grande activité de ce projet appelé Talk Show a été organisée au stade du 26 mars. Elle a été suivie par Benoro Fofana. Mobilisation de grand jour autour du ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Ils sont 3000 jeunes venus de Kaï, Koulikoro, Sikasso et du district de Bamako pour le talk show dans le cadre du projet Amenyorambolo. Cette activité de masse se veut un cadre d'échange entre les jeunes et les aînés à travers des panels sur la paix et la cohésion sociale. Le premier a été animé par les artistes ambassadeurs de l'UNICEF venus de la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Burkina Faso. Quant au second, il a été présenté par le ministre en charge de la jeunesse et des sports, Alain Nedéou, coordinateur du système des Nations Unies au Mali. Chers jeunes, vous êtes la fierté du Mali. Vous avez matérialisé comment les jeunes, même dans un contexte difficile, peuvent être des acteurs de changement et des artisans de la cohésion sociale et de consolidation de la paix. Abdul Kassim Ibrahima Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports,
chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Et vous engage à continuer de vulgariser la culture de la paix et la lutte contre la violence en milieu jeune. Souvenez-vous qu'aujourd'hui, la priorité du président, c'est la priorité de la jeunesse. La troisième et dernière activité de ce talk show a été une émission radiophonique animée par les jeunes du projet Aminyogombolo autour des sujets en lien avec la paix. Fin hier des travaux de l'Assemblée générale extraordinaire des régulateurs des télécommunications de l'Afrique de l'Ouest, Artao. Les participants ont révisé les statuts de l'organisation pour l'adapter au nouveau contexte et répondre convenablement aux besoins de l'ère, selon le président exécutif de l'Artao, le Malien Souadou Ponank Sangare. Les résolutions issues des travaux devront permettre de mieux gérer la régulation des télécommunications en Afrique de l'Ouest. C'est ce que nous dit Kadigatou Kone. L'Assemblée générale extraordinaire des régulateurs de télécommunications de l'Afrique de l'Ouest, Artao, a achevé ses travaux consacrés à l'adoption des statuts révisés. Ce statut n'avait pas enregistré de modifications depuis 20 ans. Avec l'évolution galopante de la technologie, l'heure a sonné pour les experts d'adapter les politiques qui répondent à nos besoins. Les 16 pays membres de l'Artao se sont donc prononcés sur la destinée de l'entité. Et selon le président de l'AMRTP, l'autorité malienne de régulation des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication et des postes et président exécutif de l'Artao, les résolutions vont permettre de mieux gérer la régulation en Afrique de l'Ouest. Souadou Ponank Sangare, président de l'AMRTP. L'ampleur, la richesse et la fécondité des échanges qui ont lieu rendent impossible de s'étendre sur tous les points de vue qui ont été exprimés. L'urgence commande la prise en charge de notamment plusieurs défis. Il s'agit entre autres les infrastructures réseau, connexion physique de tous les pays, la mise en œuvre complète du règlement régional de la CEDEAO sur l'itinérance qui est le free roaming, le financement de notre organisation par les ressources propres de ses membres, le renforcement capacitaire des ressources humaines, la dynamisation de la collaboration avec le secteur privé également. Nous sommes confiants dans la capacité des membres de notre organisation à faire face aux différents défis. Un grand pas vient donc d'être franchi avec la rencontre de Bamako. En dépit de nos différences au plan institutionnel, car évidemment il y en a, nous avons les mêmes préoccupations à quelque chose près. Partout dans nos pays, il existe cette même volonté politique, surtout quand il s'agit de télécommunications, des technologies de l'information et de la communication, de développement en minimisant tous les dérapages. Occasion pour les différentes délégations de saluer ce rendez-vous et de réitérer leur engagement pour renforcer la confiance des populations et des acteurs de la télécommunication. Adama Kondé, directeur général adjoint à RTP de la Guinée. Ça, c'est un grand pas pour l'organisation parce que sans statut, nous n'avons pas de vision, sans statut, nous n'avons pas d'orientation. Aujourd'hui, après la signature de ces statuts, je pense que les lignes directives sont données à cette organisation pour que vraiment elle essaie d'exceller les années à venir. Francis Tapati, juriste du Togo. L'AGE de Bamako donne à l'Artao un nouveau moteur pour pouvoir aller de l'avant. Et je crois que l'objectif est atteint puisque les statuts ont été élaborés justement pour permettre à l'Artao de s'insérer dans l'environnement actuel. Cette assemblée générale extraordinaire a permis également d'honorer les experts qui ont travaillé sur le statut révisé. Ils ont donc reçu des attestations et des médailles de reconnaissance. Et la transition est toute trouvée pour aborder la page internationale de cette édition. En Guinée, c'est la tête de Claude Puvis qui est mise à prix par le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Les autorités promettent 500 millions de francs guinéens, soit 35 millions de francs CFA, pour toute information menant à la capture de l'ex-colonel et ministre, toujours en fuite. Il est recherché par les forces spéciales qui mènent des perquisitions dans les quartiers de la capitale de Conakry. Claude Puvis, tout comme l'ancien président de la transition Moussa Dadis Camara et deux autres co-détenus dans le cadre des massacres du 28 septembre 2009, se sont évadés samedi dernier de la prison. Les 3 autres fuyards ont été rattrapés et ramenés en prison au Maroc, à retenir l'ouverture hier à Marrakech du 4e forum pour l'investissement en Afrique autour du thème « Libérer les chaînes de valeur de l'Afrique ». Près de 600 participants de haut niveau, dont des chefs d'État et de gouvernement, prennent part à ces assises. Ces forums visent à apporter une valeur ajoutée significative aux investisseurs en les incitant à investir en Afrique. Depuis son lancement en 2018, le forum a pu mobiliser près de 143 milliards de dollars. Conflit Israël-Hamas,
L'armée israélienne a affirmé hier que le Hamas a perdu le contrôle du nord de la bande de Gaza. Les bombardements israéliens ont fait 10 569 victimes, dont 4 324 enfants. 1400 Israéliens ont été tués, dont 341 soldats. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a exclu hier tout cessez-le-feu avant la libération des otages. Le Qatar négocie avec le Hamas la libération des 12 otages, selon les mouvements armés palestiniens. Pendant ce temps, en France, une conférence humanitaire internationale sur la bande de Gaza s'est ouverte ce matin à Paris au palais présidentiel. Le président Emmanuel Macron a appelé à œuvrer à un cessez-le-feu. Dans l'immédiat, c'est à la protection des civils qu'il nous faut travailler et il faut pour cela une pause humanitaire très rapide, a déclaré le chef de l'État français. Aux États-Unis, 5 candidats aux primaires des Républicains se sont affrontés hier soir en débat télévisé à Miami. Ils ont discuté entre autres de l'économie américaine, de la situation dans la bande de Gaza. L'un des débatteurs a estimé que les poursuites judiciaires engagées contre l'ancien président Donald Trump doivent l'empêcher d'exercer les fonctions de président. Donald Trump n'a pas participé à ces débats télévisés. Il animait un meeting à une vingtaine de kilomètres de Miami. Visite du secrétaire d'État américain en Corée du Sud, Anthony Blinken a dénoncé aujourd'hui la coopération militaire croissante et dangereuse entre la Corée du Nord et la Russie. Nous partageons de profondes inquiétudes concernant cette coopération, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue sud-coréen à Séoul. Washington et son partenaire sud-coréen accusent la Corée du Nord d'avoir livré 1 million de missiles à la Russie en échange de technologies spatiales lors de la visite en septembre dernier du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un dans l'extrême Russie. Une accusation est rejetée par Moscou. La Russie, dont le président Vladimir Poutine est arrivé ce jeudi au Kazakhstan, à Astana, capitale de cette ex-république soviétique. Il a été accueilli par son homologue kazakh Kassym-Jomart Tokayev. Ensuite, les deux dirigeants ont participé par visioconférence à l'ouverture du forum sur la coopération russo-kazakh. À 1000 km d'Astana se tient à Tashkent, capitale de l'Ouzbékistan, une autre ancienne république soviétique, un sommet économique et régional auquel participent les présidents turcs Recep Tayyip Erdogan et iranien Ibrahim Raisi. Nous abordons la page sport de cette édition essentiellement consacrée au football. Sur le continent, l'actualité reste dominée par la Ligue des championnes féminines d'Afrique. L'équipe championne du Mali, l'AS Mandé, affronte ce soir les gagnants d'Ampem d'Akoua. Coupe du monde des moins de 17 ans, Indonésie 2023. La compétition donne son coup d'envoi demain vendredi. Le Mali joue contre l'Ouzbékistan à 9h. La commission de mobilisation en vue de la participation du Mali à la CAN Côte d'Ivoire 2023 a démarré ses travaux hier. La page sport, c'est une affaire de Abdul Karim Kaba. La commission de mobilisation en vue de la participation du Mali à la CAN Côte d'Ivoire 2023 a démarré ses travaux. Lors de cette première rencontre, le ministre en charge des sports en a profité pour décliner à la commission quelques orientations et l'attente du peuple malien avec à sa tête le président de la transition pour réussir le pari de la mobilisation pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Une des orientations phares qui est une orientation qui vient du président de la transition, c'est de s'assurer à ce que l'organisation se passe dans les meilleures conditions. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. D'abord pour notre équipe nationale et aussi pour les acteurs qui vont participer à la mobilisation. On s'est dit aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, la CAN réunit tout le monde. La CAN aujourd'hui doit être un moyen de cohésion sociale pour tous les acteurs maliens. Et pour cela, on ne peut pas écarter un Malien d'un autre Malien. Et tous ceux qui veulent appuyer la commission, elle est ouverte à tout le monde. Coupe du monde des moins de 17 ans, Indonésie 2023, la compétition donne son coup d'envoi demain vendredi. 24 équipes réparties en 6 groupes participent à ces mondiales. Les 2 premiers de chaque groupe seront qualifiés ainsi que les 4 meilleurs troisièmes. Le Mali est logé dans le groupe B avec comme adversaire l'Espagne, le Canada et l'Ouzbékistan. D'ailleurs, au compte de la première journée, le Mali joue demain à partir de 9h contre l'Ouzbékistan. Les 3 autres pays africains à cette 19e édition du Mondial U17 sont le Sénégal, le Burkina Faso et le Maroc. À suivre sur ORTM les 20 meilleurs matchs de cette Coupe du Monde Indonésie
2023. Sur le continent, l'actualité reste dominée par la Ligue des Champions au niveau des dames. L'équipe championne du Mali, l'AS Mandé de la commune 4, affronte les Ghanéennes d'Apen Darkwa. Avec le point du nul lors de la première journée, l'AS Mandé du Mali abordera ce match avec rigueur et ténacité afin d'obtenir une première victoire. La rencontre est prévue pour 20h. Au stade Laurent Pocou de San Pedro, à partir de 17h, l'AS Phare du Maroc jouera contre les Équatoriaux-Guinéens d'Urancan FC. Déjà hier, dans le groupe A, au compte de la deuxième journée, l'Atlético FC d'Abidjan a été battu 1-2 par JKT Queen de Dar Salam. Toujours football, la 4e journée de la Ligue des Champions d'Europe s'est achevée hier. En plus de Manchester City et les Spurs sont qualifiés pour les 8e de finale. Le Real Madrid dans le groupe C, le Bayern Munich dans le groupe A, la Real Sociedad de notre compatriote Amari Traoré et l'Inter Milan dans le groupe D. La leçon de sport pour terminer, la leçon de sport de ce jeudi porte sur le dégagement aux 5,50 m, une forme de reprise de jeu appelée également coup de pied de but. Y a-t-il une manière particulière de reprise à partir de 5,50 m ou est-il possible de marquer à partir de cette action? Élément de réponse dans ce numéro de leçon de sport avec Isaac Thienou. Dans une rencontre de football, il est fréquent de voir la reprise de jeu à partir d'un dégagement au 5,50 m, appelé souvent 6 mètres ou 6 yards. Cette forme de reprise obéit à des règles bien précises, nous dit Ibrahim Aboubakar Naïdra, instituteur national des arbitres. Un coup de pied de but au dégagement de 5,50 m est accordé lorsque le ballon touché en derrière par un joueur de l'équipe qui attaque franchit entièrement la ligne de but à terre ou en l'air sans qu'un but ait été marqué. Pour l'exécution d'un coup de pied de but, le ballon doit être immobilisé et être botté d'un point quelconque de la surface de but par un joueur de l'équipe qui défend. Le ballon est en jeu dès qu'il est botté et a clairement bougé. Les adversaires doivent se trouver en dehors de la surface de réparation jusqu'à ce que le ballon soit en jeu. Il est possible de marquer un but à partir d'un dégagement au 5,50 m seulement dans le camp adverse. Un but peut être marqué directement sur le coup de pied de but, mais uniquement contre l'équipe adverse. Si le ballon pénètre directement dans le but de l'exécutant, un corner sera accordé à l'équipe adverse. Autrement dit, lorsqu'un joueur effectue un dégagement 5,50 m et que le ballon pénètre directement dans ses propres buts, l'arbitre accorde un corner à l'équipe adverse. Les infractions sont possibles au moment de l'exécution d'un dégagement à 5,50 m. Ibrahim Aboubakar Naïdra nous donne des précisions. Une fois que le ballon est en jeu, l'exécutant retouche le ballon avant que celui-ci ait été touché par un autre joueur. Un coup franc indirect est accordé. Si l'exécutant commet une faute de main, l'arbitre accorde un coup franc direct ou un penalty si l'infraction s'est produite à l'intérieur de la surface de réparation de l'exécutant, sauf si celui-ci était le gardien de but, auquel cas un coup franc indirect est accordé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas siffler un penalty contre un gardien de but pour avoir touché le ballon de la main dans sa propre surface de réparation. Si un joueur entre dans la surface de réparation avant que le ballon ne soit en jeu et qu'il commet ou subit une faute, le coup de pied de but devra être retiré et le joueur fautif pourra être averti ou exclu en fonction de la nature de sa faute. Depuis 2019, le ballon ne doit plus sortir de la surface de réparation pour être en jeu. Cela permet de réduire le temps perdu, parfois volontairement, lorsque le coup de pied de but doit être retiré car le ballon a été joué avant qu'il soit sorti de la surface. Cette page sport met donc fin à cette édition présentée par Siara Konati avec la collaboration d'Ousmane Dao pour la réalisation, de Bintou Traoré pour la mise en onde et de Marcel Tessougué pour la mise en ligne. Une édition à retrouver sur www.ortm.ml. Restez à l'écoute pour pouvoir suivre les avis et communiquer en français et Bamana avec Hussein Diara. Merci d'avoir suivi cette édition et bonne écoute radiophonique.